Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 29 mai 2026 proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information, pas de conseil médical personnalisé. Cette semaine, notre veille a remonté 59 articles. Aucun papier n'écrase complètement les autres par son niveau de preuve, mais plusieurs travaux dessinent un thème très cohérent. Les résultats fonctionnels après chirurgie pelvienne ou urologique ne se choisissent pas seulement après l'opération. Ils se préparent avant, se modifient par les choix techniques, se suivent avec des critères plus fins que continent ou incontinent et se prolongent quand dans l'information donnée au patient. Le fil rouge du jour est donc continence et chirurgie, anticiper les suites plutôt que les subir. On partira de la prostatectomie avec 3 articles sur la prédiction de l'incontinence, en pointant le drainage post-opératoire et le séquençage entre obstruction sous-vésicale et radiothérapie. Puis on élargira vers la gestion des produits de continence, l'hyperactivité vésicale, le retrait de sonde, le LARS et les outils d'évaluation. Première rubrique, les must-read. Après prostatectomie, la trajectoire compte autant que le statut. Le premier article à retenir est celui de Ajivasiliou, Kelkar, Sridhar et Al, publié dans Scientific Reports, AI-based prediction of post-prostatectomy urinary incontinence and its impact on quality of life, development and validation study. Le sujet est très directement connecté à la pratique. Après prostatectomie radicale, l'incontinence urinaire peut concerner jusqu'à 53% des patients selon les définitions et les temps de mesure. Beaucoup d'outils prédictifs résonnent encore de façon binaire, continent ou incontinent. Les auteurs proposent une approche plus fine, avec des modèles de machine learning capables de prédire non seulement la présence de l'incontinence, mais aussi sa sévérité et son impact sur la qualité de vie à 3 et 12 mois. Les modèles XGBoost sont entraînés sur 2586 patients opérés entre 2018 et 2020 et 1, puis validés sur 728 patients opérés en 2022. Pour les patients encore incontinents à 3 mois, les prédictions à 12 mois sont performantes, avec des AUC entre 0,422 et 0,426. Point intéressant, l'impact précoce sur la qualité de vie prédit mieux l'évolution à 12 mois que la sévérité symptomatique brute. Les modèles à 3 mois utilisant uniquement les données de base sont en revanche plus modestes, avec des AUC entre 0,52 et 0,59. Le message clinique est simple, deux patients ayant le même score global d'incontinence peuvent ne pas avoir la même trajectoire. Chez l'un, les fuites sont présentes mais peu invalidantes et évoluent favorablement. Chez l'autre, l'impact sur la vie quotidienne est déjà majeur et la récupération peut être plus difficile. C'est important pour l'information préopératoire et le suivi post-opératoire. Dire seulement vous aurez peut-être des fuites est trop pauvre. Il faut parler de trajectoire, de sévérité, de gêne, de délai et de critères d'alerte pour renforcer la prise en charge. Le deuxième article, signé Zheng, Wang, Ning et Al dans le Journal of Robotic Surgery, pose une question très concrète. Do all patients need a urethral catheter after robotic assisted radical prostatectomy? Il s'agit d'une cohorte rétrospective monocentrique de 217 hommes opérés par prostatectomie radicale, robot assisté extra-péritonéal single site. Les auteurs comparent un groupe avec sonde urétrale classique, 88 patients, et un groupe sans sonde urétrale, 129 patients, dans lequel le drainage est assuré par un cathéter subpubien placé par l'incision existante. Après anastomose vésico-urétrale et test d'étanchéité négatif à 150 ml de sérum salé, une sonde subpubienne 14 French a été mise en place sous contrôle direct, puis la sonde urétrale est retirée en péropératoire. Les critères principaux sont précoce, douleur, confort et continence immédiate après retrait du drainage. Dans la cohorte non appareillée, la douleur est similaire au premier jour post-opératoire et au jour du retrait, mais plus basse à la sortie dans le groupe sans sonde urétrale. La continence immédiate, définie par 0 protection par jour, dans les 24 heures suivant le retrait du cathéter, est plus fréquente dans le groupe drainage suspubien, 57,4% contre 25%. Après appariement par score de propension, le signal reste dans le même sens. En analyse multivariée, le protocole sans sonde urétrale reste associé à la continence immédiate avec un odds ratio de 3,94. Deux patients du groupe suspubien ont présenté une hématurie macroscopique spontanément résolutive. Il n'y a pas eu d'infection urinaire, de sténose urétrale ou de réadmission rapportée dans ce groupe. Il faut rester prudent. Études rétrospectives, monocentriques, protocole chirurgical particulier et résultats centrés sur le très court terme. Mais l'article rappelle une idée pratique. Le drainage n'est pas un détail.
La sonde urétrale a des effets mécaniques, sensoriels et psychologiques. Dans certains protocoles bien sélectionnés, une alternative suspubienne peut améliorer le confort précoce et modifier la perception initiale de la continence. Cela ne prouve pas un bénéfice à long terme, mais cela oblige à considérer le sondage comme un élément du parcours fonctionnel, pas seulement comme un accessoire technique. Troisième article de cette rubrique prostate, Titus, Sou, Riveros et Al, dans Prostate Cancer and Prostatic Diseases, sur les toxicités génito-urinaires selon le timing entre traitement de l'obstruction sous-vésicale et radiothérapie pour cancer localisé de la prostate. Le titre complet est Comparative Analysis of Genitourinary Toxicity Following Bladder Outlet Obstruction Procedure in Patient Before versus After Radiotherapy for Localized Prostate Cancer. Les auteurs utilisant la base Trinetics. Ils identifient 447 patients ayant eu une procédure pour obstruction sous-vésicale après radiothérapie et 1504 patients ayant eu cette procédure avant radiothérapie. Après appariement, chaque cohorte comprend 411 patients équilibrés. Les procédures sont ensuite stratifiées entre techniques mini-invasives et chirurgie résective. Le résultat principal est net. Les patients opérés de leur obstruction après radiothérapie présentent davantage de complications génito-urinaires que ceux traités avant radiothérapie. Les risques relatifs sont augmentés pour l'incontinence urinaire d'effort, 4,29, l'incontinence par urgenturie, 2,09, l'incontinence mixte, 2,49, la rétention urinaire, 2,38, la contracture du col vésical, 2,56 et les sténoses urétrales de 3,28. Pour les techniques mini-invasives, les effectifs sont trop faibles pour conclure solidement. Le signal le plus clair concerne les chirurgies résectives après radiothérapie. L'intérêt pour la pratique est un majeur. Chez un homme qui a à la fois un cancer de prostate localisé et une obstruction sous-vésicale symptomatique, l'ordre des traitements peut influencer les suites fonctionnelles. Ce n'est pas un message automatique du type il faut toujours traiter l'HBP avant. C'est plutôt un rappel, avant radiothérapie, il faut évaluer sérieusement les symptômes urinaires, le résidu, le débit, le risque de rétention, les attentes du patient et l'impact possible d'un geste réalisé plus tard sur des tissus irradiés. Deuxième rubrique, le dossier. Le résultat fonctionnel commence avant le bloc. L'article de Nicaise, Meyer, Clyde et Al dans le Journal of Andurology élargit le sujet à l'HBP. Comparison of robotic versus laser enucleation of the prostate for treatment of benign prostatic hyperplasia. La cohorte rétrospective inclut 476 patients, dont 68 traités par énucléation robotique transabdominale et 408 par énucléation laser. Les groupes ne sont pas parfaitement comparables. Les prostates sont plus volumineuses dans le groupe robotique, 125 grammes contre 94 grammes. L'énucléation laser est associée à une durée opératoire plus courte, moins de pertes sanguines et un séjour plus court. L'énucléation robotique présente davantage de complications globales, 34,3% contre 19,7%, mais pas de différence sur les complications de grade 3A ou plus. En revanche, l'incontinence urinaire d'effort transitoire et prolongé est moins fréquente dans le groupe robotique. Le taux final d'incontinence prolongée non résolue ne diffère pas clairement entre les groupes. Ce papier n'est pas directement une étude post-prostatectomie radicale, mais il reste utile pour le raisonnement urofonctionnel. Il montre que les choix techniques peuvent avoir des compromis différents. Durée opératoire, récupération, perte sanguine, complications, mais aussi incontinence. Pour le patient, ce ne sont pas des détails statistiques. Ce sont souvent les éléments qui déterminent la façon dont il vit les semaines qui suivent. La question du drainage se retrouve aussi en urogynécologie avec Budge, Bhatia, Atazaki et Al dans International Urogynecology Journal, Home Removal of Urinary Catheters After Pelvic Floor Reconstruction Surgery. L'étude porte sur 184 patientes ayant eu une chirurgie de reconstruction du plancher pelvien. Certaines retirent leur sonde à domicile, d'autres à l'hôpital. La rétention urinaire est moins fréquente dans le groupe retrait primaire à domicile, 3,3% contre 27,5% dans le groupe retrait hospitalier. La durée d'hospitalisation initiale est aussi plus courte, 0,3 jours contre 1,1 jour. En revanche, les infections urinaires associées au cathéter sont plus fréquentes dans le groupe retrait à domicile. 22,6% contre 9,2% sans atteindre la significativité statistique. Il n'y a pas de différence significative sur les réadmissions ou le retour au bloc. L'étude est rétrospective et la sélection des patientes compte probablement beaucoup. Mais elle pose une question actuelle, jusqu'où peut-on déplacer certains gestes hors de l'hôpital sans perdre en sécurité ?
La réponse ne tient pas seulement à la technique, elle dépend du choix des patientes, de la clarté des consignes, de l'accès à un contact rapide en cas de problème et de la capacité à repérer une rétention, une infection ou une douleur anormale. Pour la gestion quotidienne de l'incontinence masculine, Hamilton et McLeod, dans le British Journal of Community Nursing, proposent une revue pratique sur l'étui pénien ou condom catheter, Optimizing Outcome in Condom Catheter Used for Male Urinary Incontinence. L'article rappelle que l'étui pénien est une option non invasive chez les hommes capables de vider spontanément leur vessie, mais qui ont besoin d'un recueil continu pour le confort, l'hygiène ou la protection cutanée. Les points de vigilance sont simples: bon dimensionnement, application non constrictive, changement quotidien, inspection régulière de la peau, hygiène, gestion de l'humidité et éducation du patient ou de l'aidant. Les effets indésirables sont souvent mineurs, mais peuvent inclure irritation, macération, nécrose de pression, dermatite allergique ou infection urinaire. Les complications rares mais sérieuses comprennent ischémie pénienne, œdème et lésions urétrales en cas de taille ou de pose inadaptée. Dans un parcours post-prostatectomie, ce type de sujet est moins spectaculaire qu'un modèle d'IA, mais très concret. Tous les patients ne veulent pas les mêmes protections. Certains privilégient la discrétion, d'autres les vecteurs de la sécurité, d'autres la simplicité. L'objectif est de proposer une solution adaptée au niveau de fuite, aux capacités manuelles, combo à la sensibilité cutanée, au sommeil, au déplacement et à la vie sociale. La prise en charge ne s'arrête pas aux fuites d'efforts. Rosato Di Rocco, Cerelli et Hall, dans Autonomic Neuroscience, publient une revue sur les techniques de neuromodulation dans l'hyperactivité vésicale. La neuromodulation sacrée est présentée comme la référence parmi les techniques de disponibles, avec des données à long terme sur efficacité, sécurité et qualité de vie. La stimulation du nerf tibial est moins invasive et s'inscrit plutôt comme traitement de deuxième ou troisième ligne après échec des traitements pharmacologiques. Les stimulations pudendales ou médulaires restent plus expérimentales, avec des données préliminaires dans des populations sélectionnées. L'intérêt ici n'est pas de faire de la neuromodulation une solution universelle. C'est de rappeler que les troubles urinaires persistants après chirurgie prostatique ou pelvienne peuvent être composites: incontinence d'effort, urgenturie, hyperactivité vésicale, dysfonction de vidange, douleur, habitude de protection, anxiété de fuite. Les mécanismes ne sont pas les mêmes, donc les réponses thérapeutiques ne devraient pas être les mêmes. Troisième rubrique, pour la rééducation: mesurer, doser, suivre. Même si l'édito du jour est centré sur l'urologie masculine et la chirurgie, deux articles de rééducation méritent d'être intégrés, car ils parlent du dosage et de la progression. Le premier est un essai randomisé multicentrique de Lamberti, Chiardi, Girodo et Meo, publié dans European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, Pelvic Muscle Training and Electrostimulation to Treat Weak Pelvic Floor. 42 femmes avec incontinence urinaire d'effort et muscles du plancher pelvien très faibles sont randomisées entre rééducation supervisée, plus électrostimulation intravaginale déclenchée par SEMG, ou rééducation supervisée plus stimulation placebo. Les deux groupes se reçoivent dans 3 séances supervisées par semaine pendant 10 semaines, plus un programme quotidien à domicile. À 12 mois, le groupe expérimental présente de meilleurs résultats: force périnéale, épisode de fuite hebdomadaire, nombre de protections, score ICIQSF et impression globale d'amélioration. Une amélioration cliniquement significative est rapportée par 65% des participantes du groupe expérimental contre 18% du groupe contrôle. L'effectif est petit, mais l'essai est randomisé, multicentrique et en double aveugle. Le deuxième article, Liu, Windsor, Zhang et Hall, dans Current Medical Research and Opinion, est une étude Delphi sur le dosage de l'entraînement des muscles du plancher pelvien assisté par biofeedback chez les femmes avec incontinence d'effort. 15 experts de 8 pays participent. Les auteurs aboutissent à 19 recommandations de dosage. Ces deux papiers ne concernent pas directement la prostatectomie, mais ils renforcent une idée transposable. Une rééducation efficace n'est pas seulement faire des exercices. Elle suppose un niveau de difficulté adapté, du feedback, de la supervision, un volume de travail cohérent et une progression. Dans le post-prostatectomie, le même raisonnement s'applique. Il faut savoir si le patient comprend l'exercice, s'il recrute correctement, s'il relâche, s'il compense, s'il tolère la charge, et si les objectifs suivent sa trajectoire réelle. Dernière rubrique, les brèves. Première brève. Chan, Suen, Colette et Hall, dans Supportive Care in Cancer, évaluent un programme structuré de physiothérapie pelvienne pour le LARS après cancer colorectal.
14 survivants d'un cancer colorectal avec LARS suivent un programme de 10 semaines combinant éducation, entraînement du plancher pelvien, biofeedback par ballon rectal et exercices à domicile. L'adhésion est excellente, avec 100% de présence et une forte réalisation des exercices. Le score LARS diminue de 13 points en médiane, 71,4% des participants atteignent un changement significatif après intervention et 63,6% le maintiennent au suivi. C'est une étude de faisabilité sans groupe contrôle, mais elle montre qu'un parcours structuré est acceptable et testable. Deuxième brève, fait US de Beaufort, McDonald et Hall dans Pediatric Surgery International étudie 41 patients avec malformation anorectale et agénésie sacrée. À un âge médian de 11,2 ans, 66,7% des patients âgés d'au moins 4 ans ont utilisé l'irrigation transanale au cours du suivi, principalement pour incontinence fécale. L'autosondage intermittent est initié chez 43,9% des patients, le plus souvent pour vessie neurologique confirmée à l'urodynamique. La complexité de la malformation anorectale est associée au recours à l'irrigation et à l'autosondage. C'est une population pédiatrique, mais le message fonctionnel est clair. Certains patients ont besoin d'un programme de gestion vésico-intestinale structuré très tôt. Troisième brève, Amorim de Almeida Maciante. Martin da Silva, Sartori et Hall, dans International Urogynecology Journal, publient une revue de portée sur les instruments d'évaluation de l'incontinence fécale et anale. 52 études et 52 outils sont inclus. La majorité sont des questionnaires auto-administrés, 34 sur 52, soit 65,4%, et évaluent surtout la qualité de vie. Peu d'outils couvrent de façon complète la validation psychométrique, l'adaptation transculturelle ou la fonction anorectale objective. Pour les suivis chirurgicaux comme pour la rééducation, cela rappelle que le choix du score influence ce que l'on voit. Conclusion. Cette semaine, les articles convergent vers une idée très utile pour les parcours de prostatectomie et plus largement pour les chirurgies pelviennes. La fonction post-opératoire n'est pas un simple résultat final. C'est une trajectoire. Hadji Vassiliou et Al montrent que la prédiction doit intégrer la présence de l'incontinence, sa sévérité et son impact sur la qualité de vie. Zeng et Hall rappellent que le drainage post-opératoire peut modifier le confort et la continence immédiate. Titus et Hall montrent que le séquençage entre chirurgie de l'obstruction sous-vésicale et radiothérapie prostatique peut influencer les toxicités génito-urinaires. Les articles sur les produits de continence, la neuromodulation, le retrait de sonde et la rééducation structurée ajoutent le même message. Il faut raisonner en parcours, pas seulement en gestes. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les détails des études et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Retrouvez les références en description et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.